Renverser la table. Un podcast de Victoire Tuaillon. Ici, on a des bonnes conversations avec des personnes qui peuvent nous aider à comprendre un peu mieux le monde, les autres et nous-mêmes. Qui nous encouragent à ouvrir les yeux, même quand ça fait peur parfois, tout en gardant espoir quand même. Salut, chers auditeuristes. C'est l'heure de composter nos égos avec Myriam Baafou, philosophe écoféministe, autrice du formidable Héros politique, un livre qui m'enthousiasme follement car il tisse ensemble des questions féministes, décoloniales, animalistes, écologistes. Vous allez voir, c'est waouh, renversant. Nous allons donc continuer à explorer cet essai en plongeant dans sa deuxième partie intitulée « Composter nos égos ». Myriam Baafou nous propose de devenir des sujets translucides, instables, mouvants, de nous identifier aux animaux, aux plantes, à l'eau qui traverse nos corps et la planète. Bref, à reconnaître qu'il n'y a pas d'identité stable, que ce qu'on appelle le moi, on pourrait aussi le percevoir comme un ensemble de prolifération, de fermentation, de trous et d'ouvertures. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas l'impression de tout comprendre, écoutez cette conversation comme si c'était un poème. Il n'y a pas non plus forcément besoin d'avoir écouté la première partie, vous pouvez commencer par ici. Allez, il est temps de composter nos égos. Dans cet épisode, on va aussi parler d'écosexualité. Et donc, cette idée que la Terre, c'est pas notre mère nature à protéger, mais peut aussi être notre amante. Je sais que ça a l'air un peu perché, mais ça ne l'est pas. Enfin, si, en fait, c'est perché. Genre au sens où ça va très loin et en même temps tout ça est extrêmement réfléchi, accessible ouais. Et c'est pas juste un délire en fait. Il y a une vraie vision politique derrière ça. On va reparler de désir et de désir de façon très prosaïque, donc de désir sexuel, d'hétérosexualité. Tu commences par pointer une impasse dans laquelle s'enferment beaucoup de féministes hétérosexuels. Tu dis qu'on se transforme en flic, en fait. Qu'on se transforme en policière de notre propre désir, de nos mecs, de nos copines, de ce qui est un bon désir, un mauvais désir, qu'on n'arrête pas de guetter comme ça, de traquer. Tu écris les signes de l'intériorisation de la domination, des schémas toxiques, des traits de personnalité de pervers, avec comme fantasme impossible un monde où on aurait éradiqué toute forme de désir-conquête de nos relations, où enfin, voilà, on serait libéré du patriarcat, etc. Alors, tout en gardant l'hétérosexualité. Tout en gardant l'hétérosexualité, c'est vrai. Alors j'avoue que je me sens visée, voilà, parce que moi j'ai beaucoup participé, avec les deux podcasts précédents que j'ai faits, qui sont Les couilles sur la table et Le cœur sur la table, que j'ai vraiment conçu Le cœur sur la table comme étant un espèce de condensé de tout ce qui me semblait avoir appris d'utile dans les relations amoureuses, sur la sexualité et les relations affectives, pour essayer de faire gagner du temps à celles et ceux qui allaient les écouter. Mais je vois bien que les questions qu'on me posait le plus souvent dans les rencontres, et encore aujourd'hui, c'est... comment je fais pour que mon mec réalise tel ou tel truc, comment je fais, j'aimerais tellement être lesbienne, mais en fait, je n'y arrive pas. Enfin, des questions très individuelles sur le désir et qui viennent de vraies souffrances, qui viennent de vrais questionnements, mais qui ne sont pas forcément les bonnes questions à se poser de ça, quoi. Genre, comment je fais pour déconstruire mon mec ? J'ai pas l'impression d'être entièrement déconstruite parce que j'ai des fantasmes de violence sexuelle. Est-ce que ça veut dire que je suis une mauvaise féministe ? Enfin, tous ces trucs-là. Et j'avoue que j'étais un peu désemparée face à ces questions et j'étais heureuse de lire dans ton livre. Je pense qu'effectivement, c'est un peu à côté. Mais du coup, qu'est-ce que tu réponds, toi, à tout ça, à ce truc-là ? On ne pose pas ces questions. Non, mais t'as une vraie réflexion sur... justement, c'est au cœur de ton livre, sur le désir, le plaisir sexuel et la question du fantasme et de la production de nos désirs, quoi. Voilà. Et donc, comment on sort, en fait, de cette impasse pas très intéressante dans laquelle on peut se retrouver assez vite si on est une féministe aujourd'hui. Je pense que l'originalité de ma proposition, et c'est pour ça que je parle d'héros politique, c'est pour ça que je parle d'écologie depuis le début, c'est parce que, à mon sens, si on reste coincé dans l'idée que le désir a tout à voir avec les humains et les humaines et les hommes et les femmes, on est perdante d'avance, d'une certaine manière. C'est-à-dire, comment faire pour que j'affranchisse mon désir tout en pensant que le désir, c'est principalement sexuel déjà, par exemple. Il y a un énorme problème là-dedans parce que, je dis souvent, nous sommes des êtres désirants, mais ça ne veut absolument pas dire que nous sommes des êtres mus par la sexualité, par exemple. Ça ne veut absolument pas dire que pour satisfaire mes désirs, je dois rentrer dans un monde génital, sexuel, pornographique, etc. Et qu'en fait, on a toute une gamme de plaisirs auxquels on peut accéder,
plaisir corporel, de plaisir sensuel, de plaisir relationnel, mais qui n'ont rien à voir avec la satisfaction d'un besoin, au sens où le capitalisme en fait nous l'a appris. Donc, j'ai un besoin, je ressens un besoin, je vais le satisfaire, notamment dans la sphère sexuelle, qui est en fait une sphère terriblement réduite aussi. Hétérosexualité ou pas, plutôt hétéronorme, disons. C'est-à-dire de la manière dont... la façon dont on habite, la façon dont on travaille, la façon dont on se meut dans l'espace de la ville, le calendrier au niveau du travail. Enfin, en fait, tout ça fait que la sexualité ne peut arriver qu'à des moments très précis, selon une chorégraphie très précise, à un endroit très précis, quoi, pour le dire vite. Et en fait, si déjà on imagine l'horizon de libération dans cet espace-là, ça n'a aucun sens. Enfin, en fait, c'est sûr qu'on va se échouer. Et donc, ma proposition, elle vise moins à dire qu'on aurait des pratiques émancipatrices. Ça, je crois pas trop ça. J'y crois un peu, mais... Enfin, si, mais tiens, on peut très bien imaginer que, par exemple, pénétrer des hommes, par exemple, quand on est hétérosexuel, on peut dire, c'est une pratique émancipatrice. Bah, ça dépend, en fait. À quelles conditions, comment c'est fait. Sûr. Pas forcément en soi. Enfin, bon... Jamais en soi. Il n'y a aucune pratique en soi qui est émancipatrice. Voilà, ça peut être recodé comme une femme. Tu peux lécher des chats toute ta vie et pas du tout avoir du plaisir à faire ça. Tu peux te faire pénétrer toute la vie et avoir aucun plaisir à être pénétré. Enfin, il n'y a aucune pratique en soi. Tu vas dire, là, vraiment, j'ai atteint le top de ma queerness, tu vois. Et de même, c'est pas parce que t'aimes avoir une sexualité plutôt conventionnelle que t'es forcément aliéné, etc. Absolument. Donc, le désir, on répète, c'est pas qu'une histoire de désir sexuel, même pas du tout. Ça. Mais c'est une histoire de système de production dans lesquels ils sont, de psyché collective, de discours, au sens de Foucault, quoi. C'est-à-dire, le discours, c'est à la fois, c'est pas juste des mots et des verbes, c'est vraiment l'atmosphère, l'environnement qui nous nourrit et qu'on nourrit aussi. Et du coup, le discours autour de la sexualité et du désir, en fait, il est hyper présent dans nos sociétés et à la fois, il est hyper réducteur. Et c'est dans ce drame-là, en fait, dans cette impasse-là, que sont coincés pour moi les féministes hétérosexuels. Et les mecs aussi, hein. La plupart des mecs, tout le monde. Alors là, au-delà, quoi. Encore plus, d'une certaine manière. Parce qu'ils se posent même pas la question qu'il y a un problème, pour le coup. Donc, ils sont vraiment coincés dans une pauvreté de la répétition d'un scénario du même. Et encore une fois, pas uniquement dans la chorégraphie sexuelle, mais aussi relationnelle. C'est-à-dire, au début, quand t'es jeune, on dit tu cours à droite à gauche, donc tu vas avoir des aventures, c'est ok. Ensuite, il va falloir que tu te poses, donc ça c'est la trentaine. Ensuite, que tu te mettes en couple, éventuellement que tu te maries, que tu aies une maison, donc un foyer collectif où il faut que vous dormiez dans la même chambre, et que vous fassiez des enfants à partir de ça éventuellement, et que vous, avant ça, il y a les stades de relationnels sociaux. Donc d'abord, tu rencontres les amis, et après la famille, qui est vraiment le moment sacré en fait de l'union. Tout ça, là, en fait, pour moi, c'est déjà un horizon de travail du désir. C'est-à-dire, il n'y a même pas besoin de parler de pratiques sexuelles. Déjà, en fait, raconte-moi ton monde de cette escalade-là et je te dirai si tu peux t'aventurer dans des espaces désirants plus excitants, en fait. Et du coup, on n'est même pas sur ce truc de queer, hétéro, tu vois, lesbienne, homo, gay, c'est pas du tout ça dont il est question, là. C'est, en fait, comment tu pratiques le désir. Et pas que sexuel, encore une fois. Quelle place ont tes amis dans ta vie, tu vois? Est-ce que tu fais de la sensualité avec tes amis? Est-ce que tu les touches? Est-ce que tu les câlines? Est-ce que tu as déjà dormi avec eux? Est-ce que tu fais déjà du sexe? Une formation de massage exprès pour pouvoir masser mes amis. Voilà, je fais ça. Chaque année, j'offre à mes amis des sessions de massage. Je vais être ton amie. Non, mais tu vois, c'est tout cette grammaire-là, en fait, qui a été évincée du champ du désir, qui est pour moi une catastrophe. Et pareil, tu vois, pour l'écologie. Et là, on en viendra à l'écosexualité peut-être, mais... Est-ce qu'il nous est permis... qu'on parle d'écosexualité, parce que tu dis dans l'écologie, c'est pareil, c'est ce qu'on disait dans la première partie. Ouais. Tout rapport en fait charnel, désirant et tout au monde a été évacué pour une approche purement rationaliste, intellectualisante. Intellectualisante. Ok. Et donc ma proposition là de composter l'ego, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est donc au lieu de vouloir avoir des pratiques plus propres, plus bonnes, plus saines. Alors là, c'est le pire pour moi là. Plus saines. Et peut-être qu'il faut regarder d'où on part en fait pour faire ces pratiques. Et donc moi, tout mon livre en fait, on pourrait dire, c'est une sorte de théorie de désubjectivation. Alors c'est un mot un peu philo là comme ça, juste pour dire que on arrête d'être un sujet. Ouais, je vais faire un grand détour, mais c'est important. Enfin, ok, vas-y. Je pense vraiment que c'est important. Moi, par exemple, donc je suis née Myriam Baafoun, machin, en banlieue populaire, là, tout ce que tu veux. Et il s'avère que j'ai fait de la philosophie à un moment donné dans ma vie. Et c'est ce que je fais depuis à peu près 10 ans maintenant. Je suis formée à faire ça, j'enseigne à l'université pour ça, ça m'apporte beaucoup de joie. Il n'empêche que, en France en particulier, donc moi je fais mon doctorat entre deux pays, et c'est pas pour rien. En France, dans l'espace philosophique, qui est un espace qui est particulier quand même dans le champ des sciences humaines, on a tendance à considérer que c'est la science humaine la plus
prestigieuse et omnisciente. C'est-à-dire que dans la philosophie, il y a toutes les autres. En fait, il y a un peu d'anthropologie, il y a un peu de socio, ce qui est faux par ailleurs. Mais il y a vraiment un côté très élitiste de la philosophie. Si tu fais de la philo, c'est que vraiment waouh, tu comprends le monde, quoi. Et même quand je dis que je fais de la philo, la première réaction en fait des gens qui par ailleurs ont pas ou peu fait d'études, c'est un mouvement d'intimidation immédiat. Parce que rien que le mot philosophie, en fait, porte quelque chose un peu d'une histoire comme ça, des penseurs, des lumières, etc. Ça prend la tête en plus. En plus, mais bon. Une fois que j'ai dit ça, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est de souligner à quel point, quand je suis rentrée dans l'espace de la philosophie, on m'a appris à énoncer une pensée en tant que sujet. C'est-à-dire à quel point le sujet est important. Dans notre histoire occidentale moderne, la constitution en tant que sujet a été un moment décisif de notre histoire, en gros, du passage des sociétés religieuses aux sociétés laïques, pour le dire très très vite. Avant, on était des créatures de Dieu, après, on devient des sujets politiques, des citoyens. Et donc, ce mouvement-là, qui est énorme, en fait, au vu de comment on fait de la politique ensemble, même s'il y avait quand même des citoyens à l'époque antique, etc., mais la notion de communauté et de groupe était plus prévalente que celle d'individu, qui est vraiment une invention moderne, en fait. Être un individu et être un sujet, ça veut dire pouvoir me dire. C'est-à-dire pouvoir dire que là, moi, je suis Myriam Bafou et qui vous parle dans le cadre de cette interview avec toi, Victoire Tuaillon, pour parler d'un sujet. Donc moi, je suis décollée de toi, Victoire, et nous sommes décollés à peu près, tu vois, de notre sujet. Et nos corps sont différents, ils sont espacés la part de l'air, etc. Et des molécules. Ok. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, en fait, pour moi, là se tient presque le problème fondamental, en fait, de pourquoi on ne peut pas faire de la réelle pensée écologique. Parce que se penser comme sujet, comme je viens de le dire là, donc délimité, individuel, séparé du monde, autonome, qui peut être fier de ses productions. Et moi, ce que je questionne, c'est comment nous en sommes venus à considérer plus légitime cette donc, masculinisation, en fait, de la production de la connaissance comme une condition de possibilité de la subjectivation politique. C'est-à-dire, comment, en étant plus sage, sérieux, civilisé, domestiqué, donc là j'emploie vraiment du vocabulaire colonial à dessein, comment ça, c'est devenu la base pour dire je fais de la philo et écoutez-moi. Ce qui me fait revenir à mon histoire de composter l'ego, là. Ce que je raconte, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je suis convaincue que la manière de faire monde n'est plus du tout de se définir comme sujet, mais ce qui est l'opposé du sujet en tant qu'entité, c'est la relation. Soit vous pouvez voir un objet comme un objet donné, c'est-à-dire qu'il y a un donné sur l'existence de cet objet et de ses contours, comme je viens de dire, là c'est moi et toi c'est toi. Soit on peut choisir de voir la scène ici par la perspective de tous les échanges qui sont en train de se passer. De ma voix qui est en train de se réverbérer là dans l'air, de la tienne aussi, des regards qu'on s'échange, en fait, de toutes les molécules qu'on a. Exactement. Du fait que l'air que je suis en train d'expirer, tu vas l'inspirer d'une façon ou d'une autre. Donc il y a plein d'échanges en fait qui se font au niveau physique. Et ça pourrait être vraiment la manière dont on raconte cette scène. Au lieu de dire, il y a deux individus qui parlent. Et juste pour moi, cette manière de se raconter et de voir le monde, c'est le point de départ pour composter l'ego et donc s'ouvrir au monde. On ne peut pas s'ouvrir au monde à partir du moment où on se pense comme un sujet fermé. C'est-à-dire un sujet que moi, je suis Myriam Bafou. Je suis pas Myriam Bafou, je suis même pas philosophe, je suis même pas militant, je suis toutes ces choses et tellement plus. Et la vie me réserve tellement plus de choses que je vais être. Et il y a des choses passées qui m'habitent encore. Il y a des choses même que je n'ai pas choisi d'être, qui sont en moi. Il y a des choses auxquelles j'aspire à être et que je vais jamais être. Et en fait, c'est ça, l'identité. C'est pour ça que ce mot n'a aucun sens. C'est des couches et des couches de relationnalité dans des espaces. Je reprends un exemple très concret. Moi, en France, par exemple, je suis lue principalement comme une meuf nord-africaine. Beurette dans les cas où je suis habillée comme ça. Ça me colle à la peau, quoi qu'il arrive, etc. Peu importe où je vais, on me demande tu viens d'où. C'est la question qu'on me posera à peu près toujours. Tu viens d'où? Parce que sous-entendu, t'es pas d'ici. Je fais mes études au Canada, comme je l'ai dit. Et là-bas, ce qui est drôle, alors je suis pas devenue une personne blanche entre-temps, mais la chose qui est prévalente qu'on entend de moi en premier, c'est mon accent français. Donc je suis plus française que racisée. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de racisme là-bas, etc. Mais c'est intéressant de voir comment, localement, en fait, ces identités, qui semblent être si fixes, en fait, bougent selon, encore une fois, les structures qui les produisent et qui les lisent. Donc tout ça veut bien dire que notre identité n'est qu'à un moment donné, encore une fois, un rôle, une fiction politique, qui est réelle, qui donne aujourd'hui des massacres, des génocides, etc. Mais que fondamentalement, nous ne sommes jamais que ça. De la manière que nous ne sommes jamais que des femmes et que des hommes. Et c'est en ça que l'hétérosexualité, à un endroit, en fait, est une impasse et que je ne peux voir que un mouvement de queerisation pour sortir, en fait, de ça. Je ne vois pas comment on peut continuer à s'appuyer sur une identité de genre fixe, et une identité tout court par ailleurs, pour entrer dans le monde. Et qu'à l'inverse, mais ça demande énormément de capacité à précariser en fait sa pensée. Moi, de dire ça, par exemple, alors que j'essaye de percer dans le monde de la philosophie, il y a pas, c'est pas un mouvement facile, quoi. Mais de toute façon, tu as dit que tu étais que dans la recherche de l'inconfort, du déséquilibre, tout ça. Donc,
Et donc, au lieu de passer notre temps à essayer de découvrir notre moi intérieur, qui on est vraiment au fond, etc., eh bien, toi, tu dis, nous voulons nous connecter au reptile, à l'animal d'élevage, à la bête ailée ou à l'espèce menacée à l'intérieur de nous. Tu cites l'artiviste transféministe Julia Huxtable, je ne sais pas si on dit bien son nom, et qui dit que on n'est pas ce qu'on dit qu'on est. On est plein d'autres choses. Et c'est ça aussi l'intérêt de s'intéresser aux sciences du vivant aussi, de comprendre que j'ai expliqué ça à un enfant de 5 ans ce week-end, que oui, à l'intérieur de lui, je lui ai expliqué les atomes et les molécules et tout. Et donc, je lui ai expliqué le truc qui m'avait émerveillé aussi enfant, auquel je repense souvent, qu'à l'intérieur de nous, il y a des atomes qui sont à l'intérieur de dinosaures et qu'on ne sait pas en fait par où sont passés les atomes qui sont à l'intérieur de nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas radicalement séparés du monde en fait. Et donc, que ça, c'est à réinvestir aussi, de sentir à quel point on est connecté en fait à tout ce qui est vivant, au passé, à nos ancêtres, au futur, etc. Et donc que ça relativise cette quête effrénée à laquelle on nous encourage de trouver notre vrai moi, de s'affirmer comme des individus séparés du reste du monde, quoi. Et ça, c'est tout à fait lié à l'exceptionnalisme humain, et c'est en ça que l'antispécisme fait du sens. L'antispécisme étant la critique la plus radicale de l'idée que l'espèce humaine est une sorte de chose inédite dans l'entièreté du vivant et de toute notre histoire, et que nous sommes presque l'aboutissement le plus amélioré de tout ce qu'on a vu dans le monde. Or, en fait, exactement ce que tu viens de décrire là est juste en fait la biologie ou l'évolution. Enfin, ça, c'est quand même des notions qui, a priori, sont plutôt consensuelles, démontre par A plus B ce que je viens de dire là. Donc en fait, moi, je le porte plutôt dans le vocabulaire féministe, engagé, spirituel aussi à un endroit. Mais en fait, la science, par ailleurs, qui n'est pas si rationaliste... Enfin, je trouve qu'on prête aussi à la science des idées de rigidification qui, en fait, dans le travail scientifique, ne sont pas du tout réelles. Oui, parce que les réelles. scientifiques, quand tu les écoutes dans les grands entretiens et tout, ils disent bien qu'ils savent pas, qu'il y a plein de choses mystérieuses, et puis il y a plein de scientifiques qui ont un rapport très spirituel, justement, au monde pour ça. Et que la science fonctionne toujours, en fait, par hypothèses, et ensuite qui sont vérifiées et qui n'attendent que d'être remplacées par d'autres hypothèses, en fait, plus convaincantes. Et par ailleurs, surtout le vivant, alors la biologie, on ne fait que de découvrir, avec l'éthologie aussi, enfin vraiment des sciences qui se sont développées ces dernières années, les capacités d'adaptation, les monstruosités, même sous le capitalisme, hein, enfin, pour le coup... plein de bouquins, je pense à Nat Singh évidemment, mais je pense à Fahim Amir. Donc Nat Singh, c'est ce livre sur les champignons de la fin du monde, là, sur comment il y a des nouvelles formes de vie qui naissent. Enfin, la vie s'adapte en fait, même à l'effondrement, même à la radioactivité, même à des trucs qu'on considère les plus mortifères. Et ça, c'est pas vraiment, pour moi, faut pas le prendre comme une ode justement au capitalisme de dire quoi qu'il arrive, ça va survivre, tu vois. Mais plutôt une sorte de réévaluation de la manière dont les relations en fait se font constamment dans la volonté de vivre et donc de désirer. Si ces individus vivent, c'est qu'ils désirent vivre, tu vois. Donc c'est un peu ça la base du truc. Et donc pour que nous on puisse mieux désirer, mieux c'est déjà un peu trop thérapeutique pour moi, mais peut-être désirer de sorte à faire advenir un monde plus soutenable. J'ai dit ça au tout début. Et ben il va falloir lâcher cette histoire d'ego, lâcher cette histoire de sujet et lâcher cette histoire d'identité. Et à mon sens, il n'y a pas mieux actuellement que les queers qui nous ont fait une théorie là-dessus. Moi, je parle vraiment des études queer parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais dans le militantisme aussi, en fait, de dire, nous, les personnes queer, sommes par définition soit des traîtres ou des traîtresses. Alors, quand tu es issu de l'immigration, on te fait encore plus ressentir ça. Non pas forcément par nos communautés, mais en fait, tu dois choisir entre ton allégeance à la race ou au genre, quoi. C'est-à-dire, si tu es queer, tu traînes qu'avec des blancs. Et si tu es que dans les espaces antiracistes, tu dois prêter allégeance à l'hétérosexualité. Bah, dommage, il y a nous. Mais cette espèce de manière de reformer l'identité, tu vois, comme un truc rigide, solide, qui ne connaît pas de perméabilité, qui est soit l'un soit l'autre. En fait, je crois qu'au fondement de notre problème là dont on est en train de parler depuis le début de désir, c'est ça. Et qu'à partir du moment où on se permet de désirer autre chose, donc de désirer, moi je parle de désirer même des individus non humains, de désirer des formes de vie, de s'auto-désirer aussi par exemple. Tu vois, le désir ne va pas forcément vers autrui, il va déjà vers soi. Pouvoir se regarder à poil, pouvoir se toucher, pouvoir savoir... fondamentalement ce qui me fait plaisir, tu vois, ce qui me met dans un état un peu ouf, là ça me fait bizarre, mais ça peut être des choses aussi bêtes que avoir froid, tu disais marcher en talons, là c'est un peu dans le masochisme aussi, tu vois, mais le masochisme peut amener dans des formes de, je dirais pas de meilleure connaissance de toi. Non, mais d'éprouver le monde. Exactement. D'avoir des sensations, exactement. En fait, de se sentir vivant. Et que, tu vois, Ivan Illich, que je cite aussi dans le livre, qui est un philosophe qu'on pourrait dire écologie anti-industrielle, décroissance, ça serait un peu abusé, anarchiste à des endroits, lui par exemple, libertaire, c'est comme ça qu'on disait,
il disait qu'on vivait dans une société analgésique. Donc lui, il a vraiment écrit tout un livre qui s'appelle Némésis médical, je crois, dans les années 70, d'une critique vraiment du monde médical et de la façon dont il prévoyait déjà, en fait, le drame des opioïdes. Enfin, il prévoyait. Si on lit Illich et qu'on lit aujourd'hui la catastrophe des opioïdes aux États-Unis, par exemple, c'est tout à fait lié. Les médicaments, quoi. la crise d'opioïdes, ça a provoqué plusieurs millions de morts aux États-Unis à cause de la prescription en masse de médicaments destinés à calmer la douleur. Ouais, qui étaient des dérivés d'héroïne qui s'appelle et de morphine, de l'oxycontine, et avec qui des milliardaires ont fait fortune. La famille Sackler, notamment, a fait fortune avec ces médicaments, notamment en faisant de la publicité mensongère, en disant qu'il n'y avait pas de risque d'addiction, et en faisant une promotion très agressive auprès des médecins qui l'ont donc massivement prescrit, et ce qui donne une catastrophe sanitaire actuellement aux États-Unis, avec des enfants là, qui naissent complètement accros, des zombies dans des villes, enfin des zombies les pauvres, voilà, des gens qui peuvent plus bouger du tout, qui ne pensent qu'à avoir leur prochaine dose, etc. Enfin bref. Et donc ces médicaments ont été prescrits parce que les gens souffraient, et la douleur a été vue comme... C'est un vrai truc, genre les gens ont des vies fatigantes, les gens ont des métiers fatigants, les gens travaillent trop, les corps sont très éprouvés, etc. Et pour plein de raisons, aux États-Unis, il n'y a pas de système de santé qui prend en charge ça avec des solutions plus pérennes, par exemple de la chirurgie, ou tout simplement la réduction, l'amélioration des conditions de travail et tout. Donc voilà, les gens se sont mis à prendre massivement ça, mais aussi parce que la douleur a été désignée comme étant un vrai problème de santé publique. Absolument. Et la réponse à ça a été les opioïdes. Ouais. Absolument. Et nous, on hérite aussi dans nos sociétés nord-industrielles occidentales d'un rapport à la douleur qui est fondamentalement hostile. Et à la maladie aussi. C'est en là qu'on déborde déjà en fait sur les réflexions antivalidistes que je développe aussi dans le livre, où en fait, à partir du moment où on considère qu'un individu doit être en bonne santé, doit se protéger, et que toute forme de dérangement, donc d'inconfort, on y revient, et de douleur, est hostile et suspecte, est une menace pour le moi, le sujet, l'individu, on va chercher à l'éradiquer. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est que en faisant ça, on réaffirme en fait une forme d'ego surpuissant, tout puissant, exceptionnalisme humain. Corps fonctionnel, tu vois, d'ailleurs, sous le capitalisme. Au lieu de s'attaquer au capitalisme, en fait, on s'attaque, tu vois, à la douleur. Et en fait, ça crée des formes de vie. Enfin, la manière dont on habite notre corps devient un truc de guerrier, en fait. Et donc de performance absolue. Et Illich disait, mot pour mot, nous sommes dans des sociétés analgésiques. Anesthésie, en fait, c'est ça qu'il veut dire. Et que si on peut, et c'est vrai, enfin... je sais pas si vous avez déjà, ou toi t'as déjà pris de la morphine une fois dans ta vie à l'hôpital ou quoi, mais c'est génial quand même comme rapport, tu vois, tu ne sens plus rien, quoi, et c'est un shot de plaisir. C'est dur de dire que ça fait pas plaisir, tu vois, mais d'avoir ça comme horizon, ce que je peux comprendre justement dans les vies que tu viens de décrire, en fait, parce que si notre vie c'est de trimer... Moi, je sais pas ce que c'est, parce que moi j'ai pas connu de douleur insupportable, ou très rarement dans ma vie. Donc j'ai des amis qui sont dans des douleurs insupportables, je pense qu'elles donneraient très cher pour que la douleur s'arrête. Mais donc c'est pour ça que c'est un rapport qui est ambivalent, tu vois, parce qu'on n'est pas en train de dire il faut que tout le monde souffre et c'est super, mais que le problème est plus la production de la douleur et sa banalisation dans un monde où la seule réponse à ça, c'est de nous faire oublier qu'on a un corps, en fait. Et qu'à mon sens, les personnes qui savent le plus composer avec la douleur, négocier avec la douleur, vivre avec des corps qui pèsent, qui sont lourds, qui sont là, en fait, ce sont les personnes en situation de handicap. Et c'est pour ça que ce sont les plus invisibles actuellement, en fait, dans l'espace politique de se faire sujet, parce que c'est pas des sujets. C'est pas des sujets parce que c'est des sujets qui sont dysfonctionnels, en fait, de toute façon, qui se tiennent pas bien, qui se tiennent pas debout, qui se tiennent pas correctement, qui savent pas parler, enfin... et donc déjà, on réaffirme, tu vois, cette espèce d'unicité du soi et de l'individu. Et donc c'est pour ça que ça passe par une réévaluation de nos rapports à la douleur, de notre rapport à l'invitation d'autrui, parce que c'est ça en fait la douleur, dans notre corps, à la manière dont on se connecte avec le monde, mais qui soit pas juste sur un mode cool. Tu vois, l'idée agréable. Voilà. Donc toi, tu dis, c'est pas non plus ce qu'on dit, c'est pas non plus recherche de jouissance maximale. Non, mais après, dans ma position, la jouissance advient de toute façon, même s'il y a de la douleur, puisqu'en fait, je rencontre quelque chose qui est fondamentalement différent. J'entends que c'est pas le cas de tout le monde. Mais moi, juste cet espace-là, déjà, m'apporte une forme de jouissance. Parce qu'on me met dans un endroit que je n'aurais jamais pu explorer toute seule. Et c'est déjà cette rencontre. Mais voilà, je dis cette rencontre comme si c'était une autre personne, mais c'est pas nécessairement le cas. Ça peut être un climat, ça peut être un écosystème, ça peut être, un livre, ça arrive plus rarement, mais ça peut aller jusque-là. Ça peut être une musique, vraiment. C'est-à-dire que tu ressens quelque chose qui te met dans un état, fondamentalement, que tu n'as pas éprouvé ou pas assez, qui fait un peu peur. Moi, j'ai des musiques, par exemple, que si j'écoute, je sais que ça va me faire pleurer. Je le sais, ça me touche à un endroit de... C'est même pas de la tristesse, mais il y a quelque chose comme c'est vraiment des musiques, on dirait que ça a composé le chagrin, tu vois. Si le chagrin était une musique, ce serait ça, quoi.
Et ça me liquéfie, quoi, d'une certaine manière. Et j'évite d'écouter ces musiques dans le métro, tu vois, pour aller au boulot. Je dis n'importe quoi. Jamais je ferais ça. Mais il faut que je le fasse à des moments. Pourquoi il faut que je le fasse? Bon, c'est un peu maso, tu vois, cette histoire-là. Et c'est vrai, ça l'est un peu. Parce que ça me force, en fait, à entrer dans des aspects sensibles que la société, au sens justement de recherche de jouissance, ne va pas me donner. On va me donner des musiques agréables, c'est vrai que la pop, tu vois, c'est la musique la plus... c'est de la pop, tu vois, c'est pop, c'est heureux, on est cool. Alors qu'il y a d'autres types de musique, tu vois. Là, je parle d'une musique comme si c'était... Enfin, il y a plein d'autres espaces. Oui, n'importe quel... Oui, moi, je pense création artistique, en fait. Ouais. Du coup, ça me fait voir différemment, genre le Hellfest, tu sais, les festivals de métal et tout. Et ça, on est là, c'est du bruit, il y a des gens qui hurlent et tout, mais pourquoi... Ouais, donc d'aller dans des endroits qui sont pas confortables. C'est pareil autour de la danse, qui est mon dernier chapitre, tu vois, du livre. En fait, les espaces, moi, je fréquente beaucoup des espaces de danse avec de la sueur, où ça twerk, en fait, même les milieux techno, tu vois, un peu sales, où en fait, les gens se collent, ça transpire, ça pue. C'est un peu du boum boum, tu vois, on se dirait, mais pourquoi? Parce qu'il y a un endroit où, en fait, le corps expérimente des choses qu'on n'a pas accès à ça, en fait, dans la vie. Et là, je renvoie au bouquin, évidemment, j'ai oublié son nom, Boum Boum, La fête est politique, sorti chez Divergence il n'y a pas très longtemps, qui justement prend en fait ce truc-là comme un statement politique et dire en fait nous sommes des corps qui bougeons, nous sommes des corps qui devons se coller, s'éprouver, rentrer en contact. Quoi, ouais. Tu vois, la danse contact aussi. Emma Bigé, son travail, c'est ce qu'elle fait comme stage. C'est son livre. Ouais. Son bouquin qui s'appelle Mouvementement, et ce qu'elle fait dans son travail qui sont des stages en fait de danse, elle qui est hyper fort sur les thématiques d'antivalidisme aussi, tu vois. Ça a tout à voir avec comment se frictionner en fait avec le monde. Pas dans un truc hygiéniste où moi j'ai choisi que ça allait se passer comme ça, mais plus sur un mode de presque je suis envahie en fait, constamment je suis envahie. Comment je peux accueillir en fait cette invasion-là? Comment je peux la reconnaître? Comment je peux négocier, tu vois, des trucs d'invasion à l'intérieur de moi, mais sans jamais être maîtresse de moi-même? Et donc tout ce truc de souveraineté, et j'entends à quel point c'est polémique, tu vois, de critiquer la souveraineté à l'heure de... Ah oui, j'entends très bien. Surtout quand on vient quand même d'une histoire où on nous a dénié ça. On nous a dénié ça. Complètement. Oui, c'est-à-dire en tant que femme, en tant que personne racisée. Mais ça ne me semble pas l'horizon politique. Et je pense que on n'est pas beaucoup dans les espaces, notamment antiracistes, à dire ça. Tu vois. Je pense que ça peut être une stratégie politique en termes collectifs. Bien sûr qu'on va pas... De toute façon, on est dans un système... nord industriel libéral avec une démocratie soi-disant mais qui est la nôtre, donc en fait on va pas arriver en disant nous ne sommes pas des sujets, enfin en fait là on va juste rien faire à l'Assemblée nationale si on dit ça, tu vois. Mais fondamentalement, et c'est pour ça que moi mon travail il se situe beaucoup plus à l'endroit des localités, à l'endroit des espaces militants, à l'endroit des espaces autonomes, autogérés, et que j'ai pas d'aspiration à candidater, tu vois, dans un parti. Et comme ces espaces-là, pour moi, sont des espaces d'expérimentation démocratique réelle, beaucoup plus que n'importe quel autre, ça me semble important de faire ce type de proposition. Mais si on arrive dans ces espaces-là avec vraiment l'idée qu'on va être réaffirmé, qu'on va être souverain et souveraine de soi, de son groupe, de sa nation, de son ethnie, de je ne sais quoi, on est en train de se planter, de se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, quoi. Parce qu'il y a un endroit où, en fait, nous ne sommes pas ça. Écologiquement, nous ne sommes pas ça. Biologiquement, nous ne sommes pas ça. Et donc, comment faire allégeance, en fait, à cette dissolution, enfin, cet abandon presque à un endroit qui est hyper dangereux, hein. Parce que c'est là-dessus, tu vois, que capitalisent les gens qui veulent nous anéantir, en fait. Oui, vous êtes rien. Moi, ma proposition, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait ensemble si on est... C'est même pas rien, en fait, c'est abusé de dire ça, mais si nous ne sommes rien d'autre qu'un tissu de relations, en fait. Et c'est beaucoup plus délicat pour faire de la politique, mais ça me semble beaucoup plus prometteur, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus écologique. Tu écris ce que j'appelle, moi, n'est qu'une histoire de prolifération, de fermentation, de mutation, de trous et d'ouverture. Et donc, c'est vrai que ça s'oppose à l'idée d'un individu qui serait fermé, hermétique, barricadé, souverain dans son espace, etc. Avec son récit dont il est maître. Et qui dit qu'il est telle chose ou telle chose. Bon. Et que c'est quoi cette phrase que tu as sur le fait que être pénétré... Attends, c'est quoi ça? Oui, voilà. Tu dis se faire baiser par tous les trous, loin d'être une vulgaire expression porno, devrait être un slogan écologique. On en revient aux connexions que tu fais entre la sexualité et l'écologie, mais ça va dans l'idée que tu viens de développer là, en fait, de dire qu'il faut sentir à quel point on n'est pas hermétique, en fait, et on doit se laisser pénétrer. Vraiment, fondamentalement, je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que c'est reconnaître la façon dont mes trous, donc moi je dis les trous, c'est pas ceux qu'on croit, c'est-à-dire c'est pas que les trous génitaux. C'est pas les orifices, c'est aussi notre peau est pleine de pores. Exactement. Et les blessures qu'on s'est faites, les cicatrices qu'on a, les pores en général, quand on est dans l'eau par exemple, on a le bout des doigts qui est tout flétri là, en fait c'est qu'on est plus poreux en fait à ces moments-là. Tout ça en fait ça vient nous dire que nous sommes des êtres qui ne sommes que des interfaces en fait avec le monde. Et jamais, il y a que les fascistes en fait pour croire que nous ne sommes que rigides.
Et pour moi, cette proposition-là, c'est à la fois faire honneur en fait aux êtres vivants qui me précèdent, donc mes ancêtres, faire honneur à l'évolution, enfin vraiment, et donc l'animalité en moi, tu vois, vraiment mon rapport. Enfin, moi, je comprends toute la mouvance féministe de primatologie, tu vois, c'est-à-dire qui s'intéresse aux grands singes, parce que à quel point en fait l'homme s'est défini en opposition avec tous les animaux, et en fait quand tu es face aux grands singes et que tu vois leur manière de faire société, leurs émotions, leurs rites, en fait tu ne peux pas, c'est évident, enfin, tu captes en fait à quel point on est fondamentalement liés, tu vois. Donc comment en fait dans nos histoires on fait de la place, tu vois, à ça sans que la destitution soit vue comme une destitution en fait. Oui, ou une dégradation. C'est quoi, ça. Comme si c'était. Parce que ça c'est difficile de se dire par exemple devenir chienne, tu sais, d'être chienne. De dire, moi je me sens de plus en plus comme une chienne, vraiment au sens du. Mais aussi parce que j'ai été élevée par une chienne. Enfin, je considère que ce que m'a appris Hop, qui était une chasseuse coriace et très très maligne qui aimait énormément le fromage, et ben cette chienne de chasse qui disparaissait pendant des jours et tout ça m'a appris autant que certains des adultes qui m'ont élevée. Même dans la façon d'être au monde, en fait. Même dans dans sa façon de courir, d'exiger ce qu'elle voulait et de partir à la chasse, tu vois. Et donc, oui, c'est pas du tout une phrase positive de dire je suis une chienne. Ah non, pas du tout, même c'est un déclassement. Alors là, si t'es philosophe et qu'en plus t'arrives en mode chienne, c'est fini, on te donne pas l'heure. Mais justement, ma question, c'est qu'est-ce que ça a fait au régime humaniste de l'exceptionnalité humaine de dire j'arrive en tant que chienne ou j'arrive en tant que humaine, entre guillemets, quoi, qui a été éduquée par des animaux, tu vois. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait au savoir ? Qu'est-ce que ça fait à la politique ? Qu'est-ce que ça déstabilise ? Et quand on regarde le régime d'humanité, bon, vu que c'est ce dont on parle, et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, et c'est ce sur quoi je fais ma thèse, l'humanité, ça a été une construction politique aussi. C'est-à-dire que pareil, avant d'être humain, on était des créatures de Dieu, tu vois. Enfin, à l'époque des religions, des pays qui étaient plus des théocraties, tu vois, qu'autre chose. Comment, en fait, l'humanité, en tant que espèce fondamentalement différente du reste, ce qui est par ailleurs promu dans la religion aussi, tu vois, a pu s'ériger comme quelque chose d'aussi presque étranger en fait au monde, alors que l'humanité n'est que l'aboutissement, même pas une production du monde. C'est pas nous sommes une partie du monde, nous sommes le monde. Enfin, tu vois, il n'y a pas de séparation à aucun endroit. Voilà, ouais. Et ça, pour moi, c'est vraiment, on touche à un endroit d'humilité en fait épistémique. C'est-à-dire dans la manière de produire de la connaissance que seuls les féministes et décoloniales, tu vois, ont pu atteindre. C'est pour ça que mon livre, il est bourré de notes de bas de page, par exemple. Et que je ne ferai jamais de livre sans notes de bas de page. Ça me paraît inconcevable. Parce que mes idées ne sont jamais miennes. C'est ça. Tout ce que je dis depuis tout à l'heure, je l'ai hérité d'autres personnes. J'ai lu des bouquins qui m'ont changé la vie. J'ai écouté des gens, j'ai rencontré des gens. Il y a une espèce de culte comme si de l'ego. Comme si on pensait tout seul aussi. Mais ça, c'est vrai que les féministes, on a vraiment montré ça, quoi. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à citer les autres, à emprunter, à dire... Ou à raconter des histoires. On va dire, moi, j'étais là avec ma mère, et on est là, mais pourquoi tu racontes ça, tu vois ? Mais en fait, je dois rendre... Je dois montrer les trous, tu vois, qu'il y a en moi. Et ces histoires, elles sont localisées dans ces trous-là. Et de la même manière, donc moi, je vais jusqu'à dire, et peut-être ça nous emmène un peu sur la troisième partie déjà, que ces trous-là, et donc ces manières dont j'ai été branchée au monde, tu vois, se sont faits parfois même sans mon consentement. Donc en fait, je parle des expériences, des traumatismes sexuels, des violences sexistes et sexuelles et des viols, comme pareil des histoires qui m'habitent. Et qu'en fait, tout féminisme qui viserait à une forme de purification, de guérison, de bien-être même, personnellement, me semble suspect dans la mesure où je suis également composée par mes traumas. Je peux pas choisir uniquement les histoires cool de ma vie pour dire c'est par ça que je me présente au monde. Ce qu'on m'a fait, ce que j'ai refusé qu'on me fasse et qu'on m'a fait, ce que j'ai subi, ce qui a été dur et violent, doit être dans l'histoire aussi. Je peux pas raconter juste une partie de l'histoire. Et je pense que dire être écolo, c'est se faire baiser par tous les trous, c'est aussi ça. Dire, c'est raconter que certes, en moi, il y a cette histoire d'interdépendance des espèces, cette histoire d'évolution, mais il y a aussi l'histoire du capitalisme, il y a aussi l'histoire du colonialisme. En tant que personne blanche, tu vois, vos ancêtres, tu vois, sont liés à ça, que vous le vouliez ou non, quoi. Donc la question, c'est pas de... C'est pour ça qu'un trou, il veut rien dire, tu vois, d'une certaine manière. Il est juste là comme une ouverture. Et je vais terminer là-dessus. C'est à mon sens pour ça que le patriarcat a horreur de la pénétration, en fait. C'est que pour produire des vrais hommes, il faut absolument qu'ils se définissent comme des sujets qui ne soient pas des trous. C'est pour ça que le fascisme a besoin des vrais hommes aussi, tu vois. Il y a vraiment une idée de... faut pas être vulnérable. Pas être vulnérable, pas être perméable, pas être en contact avec le monde. Et ça, c'est toute l'éducation psychologique, encore une fois, parce qu'en fait, on parle beaucoup de psychologie en vérité dans tout ce dont on parle depuis le début, à l'autonomie, à la séparation, à la rupture, à la fracture, dans laquelle on éduque les petits garçons aujourd'hui. Et donc, ce modèle-là aboutit au vrai homme qui, en fait, ne peut pas être en contact avec le monde. Et de fait, être écologiste, c'est pour ça que c'est complètement lié pour moi au projet féministe.
c'est se destituer en tant qu'humain, encore pire homme, surtout quand c'est un universel, pour montrer que nous ne sommes que des échanges. Mais aujourd'hui, il n'y a pas mieux que les personnes sexisées ou les personnes colonisées ou descendantes de la colonisation qui peuvent montrer ça. En gros, toutes les personnes qui ont été assignées au Caire depuis toujours, en fait. Parce qu'elles savent très bien. Ces interdépendants. Savent très bien j'ai déjà touché des bébés, tu sais, changé des couches. Je vais torcher, tu vois, des personnes qui vont mourir aussi. Et en fait, c'est pas un truc de charité. C'est pas un truc où je fais quelque chose pour autrui. C'est presque me rendre service à moi-même, en fait, parce que leur corps, c'est mon corps. Le validisme, c'est un problème qui nous concerne tous. On va tous, à un moment donné, être malade, être dysfonctionnel. Et en fait, ça fait partie de la vie. Donc, plus on se ferme et justement, on considère qu'on n'a pas de lien, pas de contact avec le reste du monde et qu'on est maître de soi ou souveraine, plus, en fait, on oublie une condition presque honteuse. C'est pour ça, tu vois, le truc de être chienne, être animal, etc. Ça m'attire, en fait, philosophiquement, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus humble et beaucoup plus honnête, à mon sens, qui repose là et dont on n'a pas encore vraiment pris la mesure. Et donc, l'écologie, finalement, ça n'est qu'une histoire, voilà, de trous, de branchements, de savoir comment on vieillit, comment on meurt, comment on s'animalise, comment on arrête de considérer l'humanité ou l'humain comme l'étiquette avec laquelle je rentre dans le monde. Et c'est pour ça que tu donnes plein d'exemples tu rebranches à la sexualité avec donc ce que tu appelles l'écosexualité, et que c'est une façon de voir la Terre et voilà, tout ce qui est vivant autour de nous, non pas comme étant la Terre mère. Toi, tu dis la Terre, c'est aussi notre amante. Donc on peut aussi sortir de cette position d'enfant coupable ou ingrat. Tu écris donc, on peut aussi considérer la Terre comme une salope qui mouille constamment et qui nous appelle à la désirer, ce qui nous permet de nous positionner différemment. C'est pas une Terre qu'il faut protéger, c'est une Terre avec qui il faut échanger. Il n'y a pas de pureté de mère nature, seulement des multiplicités d'écosystèmes qui s'adaptent et qui font ce qu'ils peuvent pour survivre, pour créer, pour jouir. C'est quoi l'écosexualité ? Ça se matérialise comment ? Eh ben, ça me semble important de retracer peut-être un tout petit peu historiquement. L'écosexualité, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis, qui a été notamment l'idée, mais pas que, par Beth Stevens et Annie Sprinkle, qui est une ancienne actrice porno, aussi réalisatrice, et qui est une performeuse, qui fait, on peut dire, un travail autour de la sexualité, parce qu'elle fait de l'éducation à la sexualité, elle est artiste, elle a notamment fait cette performance où elle invitait tous les spectateuristes à venir regarder à l'intérieur du spéculum qu'elle avait introduit dans son vagin sur scène. Ce que j'ai trouvé, moi, c'est absolument génial. Bref, on va pas commencer à parler d'Annie Sprinkle. Une histoire de trous. De trous, absolument. Ouais. Encore une fois, une histoire de trous, de dire, en fait, cet espace-là, tu sais, vagina dentata, enfin, tout l'espèce de truc qu'on a, le vagin, cet espace humide, psychanalytiquement matriciel, qui protège, mais qui, en fait, venez le voir, tu vois, vraiment, regardez, en fait, ce que c'est, désacraliser. Et donc, c'est ça, pour moi, l'écosexualité, il y a un endroit où il y a une forme de désacralisation de la Terre. Parce que je pense que de toute façon, dans nos cultures techno, transhumanistes, etc., en fait, on n'est pas dans un rapport sacré à la Terre. Le spirituel, c'est pas notre... Ça peut être... Enfin, je dis pas qu'il faut abandonner toute forme de spiritualité à l'égard du vivant, si cette catégorie veut dire quelque chose, mais que d'entrer là-dedans, pareil, ça me paraît trop propre. Ça me paraît trop propre et ça me paraît trop sage. Et qu'il y a un endroit où Beth Stevens et Annie Sprinkle, ce qu'elles proposent, donc elles sont en Californie, mais leur travail, il traverse pas mal d'espaces aux États-Unis, c'est de reconnecter à la Terre d'une manière, de sorte à sortir en fait de cette justement culpabilité très rationnelle en fait, de nous faisons du mal à la Terre, maintenant il faut lui faire du bien parce que c'est notre mère, avec tout ce truc aussi très hétéro, de la mère vengeresse, la mère nature, tu vois, la mère... et plus en fait de l'ordre de la relation intersubjective d'une certaine manière. Elles ont fait un film qui s'appelle Water Makes Us Wet, donc l'eau nous fait mouiller, où elles parlent en fait de l'eau. Elles sont obsédées par l'eau, quoi, ce qui est aussi mon cas. Et donc j'ai toujours considéré que l'eau c'était un truc très très sensuel par définition, parce qu'on mouille, parce qu'on pleure, parce qu'on urine. Nous sommes constitués à 80% d'eau. Parce que nous sommes constitués d'eau. Quand ça pleut. Merci. Voilà, je fais de l'écosexualité en live. Je passe mon temps à dire aux gens de boire de l'eau, car les gens ne boivent pas d'eau. C'est très bizarre. On oublie, parce qu'on on s'assèche, tu vois, dans le quotidien, on fait des trucs qu'on oublie de boire. Mais il y a toute une réflexion justement autour de l'eau et comment l'eau peut être une porte en fait vers l'érotisme et en fait l'écosexualité. Ce qui moi est très évident pour moi. Bon, je pense pas que ça l'est pour tout le monde, mais c'est très évident pour moi. Je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, justement, quand t'as pas bu pendant beaucoup de temps et que là tu bois de l'eau vraiment à température parfaite. En fait, ce que tu éprouves dans ton corps, c'est certes que tu éteins la soif, mais il y a du plaisir. Moi, ça me paraît inconcevable de dire qu'il y a pas de plaisir. Il y a un plaisir presque érotique.
Moi, quand j'ai très soif et qu'il fait genre 40 degrés et que j'ai pas bu pendant... Bien sûr. Quand tu bois, tu vois la scène, quoi. Il y a vraiment un truc où... Merci, quoi. Et donc, à mon sens, c'est érotique à ce moment-là. Dans le sens où, tu sais, je peux avoir la chair de poule, mon corps... Pareil quand je prends des douches froides. Moi, j'adore prendre des douches froides, tu vois. Ah, on en revient à la question de l'inconfort et tout ça. Ah oui, toujours. Moi, de toute façon, il y a toujours ça dans le coin. Je fais souvent, tu sais, je vais au hammam où t'as plusieurs salles. T'as la salle tiède, la salle chaude et la salle très chaude. Et dans la salle très chaude, parfois, t'as au milieu... un bassin avec de l'eau très froide. Glacée. Et ton corps, là, il dit un truc, c'est bon, tu vois, pour le corps. Enfin, on n'est pas en train de se mettre en danger, là, mais ton corps, parce que justement, il n'est pas habitué dans la vie. On a nos clims, nos machins, nos chauffages, on est plutôt à des températures où ça va. C'est un choc, tu vois, pour ton corps. Mais ce que ça te fait, je ne peux pas ne pas ressentir de désir, en fait, à ce moment-là. Parce qu'il y a quelque chose qui s'active, en fait. Qui est à la fois sur le mode de la défense, mais en même temps de qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, qu'est-ce qu'on explore, là. Et puis pareil pour la bouffe. Donc moi, je pense que l'écosexualité, presque le boulevard pour penser l'écosexualité de la manière la plus accessible, c'est la bouffe. C'est-à-dire penser à tout ce que vous mangez, qui n'est pas pour se nourrir, ce qui est à peu près jamais le cas, en fait, on mange très peu pour se nourrir, mais qui est pour se faire plaisir. Donc moi, j'ai toute une réflexion sur la bouffe aussi, mais on va pas trop rentrer là-dedans. Mais... Là, tu le dis dans ton livre sur le jeûne, sur ce qu'on choisit, mais d'ailleurs, qui est aussi un intérêt très contemporain, là, quand même, de se préoccuper de d'où vient ce qu'on mange, quelle signification ça a, dans quelles conditions ça a été produit, etc. Et qu'est-ce que ça nous fait. Et donc, en continuité avec les sociétés analgésiques de Ivan Illich, souvent, on mange pour éteindre, en fait, un besoin. Et donc, on mange des choses qui sont très transformées, par exemple, qui vont nous faire avoir un rapport très addictif, en fait, au sucre, principalement, et au gras. Et du coup, c'est des choses qui, en fait, ne nous donnent pas vraiment de plaisir. Et je pense dans les moments où on fait des plats nous-mêmes, où on fait des plats en famille, où on mange... alors moi, c'est sur les fruits juteux. Voilà, il y a tout un truc. Il y a vraiment un rapport d'immédiateté de « Ah, cette chose me fait du bien ». Ça peut être le cas avec un carré de chocolat, tu vois, aussi. Mais à mon sens, c'est pas le même parce que, sensoriellement, c'est pas la même chose. Du coup, des fruits, des légumes, des salades. Tu vois, quand moi, je fais des sauces salades, je mets mes mains, tu vois, pour bien faire imbiber la sauce, là. Tout. Et ça peut paraître con, tu vois, ce que je raconte là, mais au contraire, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est les expériences peut-être les plus bêtes, ridicules, tu vois, on disait vulgaires aussi un peu avant, qui me semblent être des portes d'entrée les plus intéressantes dans l'écologie d'aujourd'hui quand on veut la sortir d'une forme de noblesse, tu vois, de la pensée. D'intellectualisme, en fait. Exactement. De dire, en fait, voilà. En fait, ça commence là. Ouais. En fait, tu vois, ça commence dans là. La jouissance prise dans la nourriture, et d'avoir des sensations physiques, de se reconnecter aussi à nos sensations physiques, d'avoir de dorer au soleil, d'avoir le plaisir d'un tissu sur la peau, d'être massé, d'être touché, de s'allonger dans l'herbe, enfin toutes ces choses très sensorielles qui nous apportent un plaisir que aucune sophistication civilisationnelle, industrielle ne pourra nous apporter, en fait. Parce qu'on est d'abord ça, on est d'abord comme ma chienne Hop qui adorait vraiment par-dessus tout boire de l'eau après avoir couru dans la forêt. Ouais. Et du coup, il y a un côté où comment en fait on redonne de l'amour, tu vois, ces trucs-là qui sont presque au plus bas. Tu vois, manger, boire, c'est le plus bas. Après, il y a, je sais pas, travailler, produire des trucs, faire de la pensée. Tu vois. Et dans produire des trucs, c'est aussi des trucs manuels. Donc, on est encore avec la hiérarchie entre travaux manuels et travaux intellectuels. Et du coup, comment, en fait, et c'est même pas revenir au corps ou être plus simple, c'est pas ça du tout. C'est vraiment dans l'écosexualité, pour moi, il y a un truc de être en baiser avec le monde, en fait. Et pas forcément en se branlant, pas forcément en faisant de la génialité, pas forcément en étant avec quelqu'un, mais juste être en capacité de se redonner une forme d'excitation parce que je suis dans un endroit qui me semble dégouliné, en fait, d'érotisme. Ça peut être une forêt, moi souvent, c'est des cascades, des chutes d'eau, des trucs comme ça, où je me rends compte d'une forme de présence de vie, en fait. Tu vois, tellement là qu'elle m'émeut. Et en fait, comment on est capable, justement, de se redonner accès à ces expériences-là. Et ça peut être, tu sais, dans la rue, genre, ça peut être n'importe quoi, voir des champignons ou de la mousse, tu vois, qui a poussé sur un arbre. Ça peut être, encore une fois, bouffer un truc que quelqu'un a fait pour toi, mais avec tellement d'amour et que tu partages dans un moment qui a du sens. Ça peut être de baiser dans un truc miteux, tu vois, dans une tente toute pourrie, sur un terrain vague, mais en fait, t'as vécu un moment où tu t'es senti vraiment faire partie du monde. Encore une fois, c'est ça, la connexion, quoi, en fait, d'être c'est pas vraiment que autrui, tu vois, c'est pas présent. Non, c'est pas exactement. d'individu à individu, c'est faisant partie du monde, quoi. Et de tous les aspects du monde. Tu vois, moi, quand je suis comme ça, par exemple, il peut même y avoir des moustiques qui me piquent, c'est OK. Tu vois, ça va jusque-là, en fait. Comment vraiment, mon corps, il est une sorte de réceptacle, presque pur, tu vois. Vraiment de pur trou, encore une fois. Et c'est pas un fantasme de la passivité. Tu vois, c'est pas un fantasme d'anesthésie. Pas du tout. Parce qu'il faut être très actif pour être passive dans ce sens-là. Mais comme on a beaucoup plus tendance à valoriser l'action, donc la pénétration, tu vois, l'acte de prendre, de faire, plutôt que l'acte de recevoir, même si j'aime pas recevoir parce que rien que le mot il est déjà trop passif, tu vois. Je pense qu'on est complètement déconnecté de ces trucs-là et c'est pour ça qu'on a besoin d'augmenter le plaisir dans d'autres trucs qui sont, encore une fois, très répressifs. Tu sais, je trouve que c'est ce qu'on apprend quand même. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ce que j'ai appris avec les années en pratiquant beaucoup le yoga, par exemple, parce que
bien sûr, il y a toute une partie de la philosophie du yoga qui est le retrait des sens et de pas. Mais quand pas même, et c'est ce que je raconte dans toutes les pratiques que je fais et tout, c'est tout le temps un encouragement à ressentir ce qu'on est en train de ressentir, que ce soit agréable ou désagréable, juste d'être pleinement présent dans nos corps. La pleine conscience, ouais. Et d'être dans la pleine conscience, et que c'est aussi ce qu'a abîmé le patriarcat chez tous les humains, hein, en fait, hein, d'être dissocié, en fait. C'est aussi ce que nous fait le trauma, d'être dissocié de nos corps, de ne pas ressentir ce qui arrive à nos corps. Moi, j'ai grandi à cause des traumatismes, principalement dans ma tête, et ça a été il s'agit ensuite de faire repousser à l'intérieur de moi tout ce qui me permettait de ressentir vraiment des choses de la tête aux pieds, et pas juste avec ma tête. Mais ça, c'est vraiment un travail de réassociation à l'intérieur de soi-même et donc au monde. Pour moi, ce constat que nous sommes dissociés parce que la fracture est le mode par défaut de non-relationnalité du coup au vivant et au monde dans lequel on vit, qui est augmenté puissance 1000 par le transhumanisme fascisme qui n'a vocation que attège en fait la terre, attège les racines, attège l'attachement. Il déteste ça. Faut vraiment, je te coupe, mais vraiment, pardon, parce que j'ai cette incise à faire avec Naomi Klein, qui est une penseuse que j'aime énormément, a publié un texte que je cite très souvent là, qui a été traduit dans le Guardian et puis ensuite dans la revue Terrestre, où elle explique qu'en fait, tous les technofascistes là, les milliardaires des grandes entreprises technologiques, notamment états-uniennes, haïssent la terre. En fait, eux, ils n'ont qu'une hâte, c'est de finir de détruire la terre, aussi parce qu'ils se sont des millénaristes, donc en fait c'est des gens qui croient à la fin du monde, et parce qu'ensuite viendra le Messie, ou viendra le Sauveur, donc eux en fait ils sont contents qu'on précipite la terre vers la fin, parce qu'alors le Messie viendra et où ils partiront sur une autre planète. Mais en fait ce sont des gens qui détestent les vivants. C'est pas qu'ils n'ont pas compris. C'est pas qu'ils n'ont pas compris que avec leur course complètement délirante là, vers l'IA et vers toutes les solutions qui consomment tellement d'énergie, de ressources et tout, ils étaient en train de détruire l'ensemble des insectes, des oiseaux, du vivant et tout. Ils le savent très bien. Ça leur va très bien. Ils détestent tous ces trucs. Ils détestent la vie. Mais je pense qu'on hérite aussi un peu de ça. Bon, on va pas faire une énorme insiste sur le truc de l'IA, mais tu vois, ChatGPT et compagnie, ou en tout cas les trucs qui génèrent des formes de réponses immédiates à n'importe quelle question, à mon sens, ça témoigne aussi d'une forme de délaissement de l'appartenance à une biologie, tu vois, à un cerveau, à une capacité intellectuelle qui est par définition limitée, en fait. Et qu'on ne supporte pas ça. Vraiment, ça nous paraît inconcevable. Alors, on va déléguer en fait le travail. On a un rapport d'omniscience, tu vois, à ça. Et du coup, pour moi, l'omniscience, elle va assez fort avec ce que tu es en train de dire là. En fait, on continue de valoriser et de vénérer en fait l'omniscience, comme on vénère en fait la richesse et les gens qui possèdent plein de trucs, parce que ça nous permet d'oublier en fait que nous sommes des êtres finis, que nous sommes des êtres qui allons mourir, que nous sommes des êtres qui, à l'heure actuelle, sommes déjà en fait en train de mourir, et que mes capacités intellectuelles si elles sont considérées comme une capacité à générer des pensées théoriques, etc., en fait, sont en train de se déliter, de fait, puisqu'en fait, j'avance dans le monde et que je vais vieillir. Et qu'en fait, c'est cette haine-là, pour moi, sur laquelle viennent aussi capitaliser, tu vois, les IA. Mais pour revenir à ce que je disais au début sur la dissociation, je fais exactement le même constat que toi, et on est beaucoup à le faire. Je dirais que la différence avec mon travail, c'est que je dis que toutes les personnes... tout le monde en fait qui est concerné par ces formes de dissociation extrêmes dans lesquelles on vit, qui est le travail de l'écologie de nous faire reconnecter en fait à ça de manière intime. Il faut pas qu'on prenne la promesse de la réassociation comme un truc de bien-être. Et c'est ça pour moi où il faut que mon discours il est polémique ou peu entendable. En tout cas, il tient sur une ligne qui est fine parce qu'on a été dissociés. En fait, on est traumatisés collectivement par le capitalisme, le patriarcat, le colonialisme, la façon dont nous ne sommes pas des corps mais des esprits, où en fait, si on est des corps, on n'est que des corps. Pour moi, lutter contre ça, ou en tout cas venir à bout, ne peut pas aboutir à un truc de réconciliation absolue. Ça peut pas être un rêve de « ok, ça va aller vraiment mieux » et on nous promet de la sécurité, tu vois, derrière ça. Il y a vraiment un horizon de « on va être bien ». En fait, non, ça va pas être le cas. On va encore connaître des mouvements erratiques, des mouvements chaotiques. Il faut encore cultiver cet amour de l'inconnu parce qu'on a été éduqué à l'idée que tout inconnu était un risque, était un danger et était une destruction. Or, c'est faux. Vraiment, les plus belles choses, j'en suis convaincue, dans nos vies, même individuelles, c'est quand on a rencontré des gens qui nous ont fait regarder des perspectives qu'on n'avait jamais considérées auparavant. Moi, mes amitiés, c'est ça. Mes amours, c'est ça, en fait. Je continue à être en relation avec des personnes qui me font voir le monde différemment et pas qui me rassurent. Fondamentalement. On en a besoin.
Oui, quand même. Mais ça peut pas être que ça. Ça peut être ça l'horizon, en fait. Que ça peut être que la sécurité et tout. Et d'ailleurs, c'est vraiment un désir fasciste aussi. D'être enfin en sécurité et complètement irréaliste aussi. Genre, comment enfin on va pouvoir être en sécurité? Comment on va enfin arrêter d'avoir peur et tout? Bah non, il faut faire avec tout ça. Avec la peur, avec l'inconfort, avec la douleur, etc. Parce que justement, nous sommes des formes de vie qui sommes limitées, interdépendantes, mortelles. Et que même la question de la mort, on pourrait faire encore 1 heure dessus, on va pas faire ça, mais en fait, c'est presque la question au cœur de l'écologie aujourd'hui, en fait. Comment on meurt, qui est autorisé à mourir, qui est-ce qu'on deuille, qui est-ce qu'on enterre, qui paye un loyer pour mourir, qui retourne au bled parce qu'en fait, c'est gratuit là-bas. Enfin, il y a tellement de questions sous-jacentes à la mort, au compost. Moi, c'est pas pour rien que le compost, il habite tout ce que j'écris, tu vois, tout le temps. De composter l'ego, parce que donc, dans le compost... C'est une forme de vie qui est ni morte ni vivante, le compost. C'est des proliférations de relations qui font qu'un truc est un peu pourri, mais quand même, ça vit, ça a l'air de collaborer. Et c'est fertile. Et qui est fertile, mais qui n'est pas un individu, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure métaphore presque de ce que je raconte. Un conseil pour composter notre ego? Queeriser nos vies. Queeriser nos vies, ça veut dire pour moi essayer d'aller vers des pratiques qui sont audacieuses, aventureuses et qui visent à hacker les formes de confort dans lesquelles on a été éduqué et dressé, même domestiqué. Et que toute forme d'aventure, au sens de quelque chose de nouveau et excitant par définition, vaut la peine d'être vécu, même si c'est un échec. Et que plus on nous promet du confort, de la sécurité, la répétition du même, etc., ça, pour moi, c'est la base de l'hétérosexualité, par exemple, en fait. Souvent parce qu'on veut papa-maman, les femmes cherchent les pères et les hommes cherchent les mamans. Et en fait, on recherche cette idée de on va être nourri par un parent qui va être là pour nous. Et en fait, pour moi, dans le fait d'être queer, il y a l'idée de s'affranchir justement des parents et de la famille. C'est en ça que la queerness est la plus grande critique en fait à la famille nucléaire, biparentale, papa-maman. Et c'est pour ça que le fascisme s'appuie démesurément sur cette entité-là pour avancer. Et que pour moi, ça démarre là, queeriser. Queeriser, ça veut dire faire des choses cheloues et de sorte à hacker des trucs collectivement. Je vais donner un exemple et je vais finir là-dessus. Il y avait une espèce de trend sur Insta qu'on m'avait envoyé, je trouvais ça énorme. Où il y avait des gens qui rentraient dans des magasins, notamment des magasins de luxe, à 4 pattes. Et qui arrivaient comme ça, juste pour regarder les trucs, tu vois, mais à 4 pattes, juste à 4 pattes. Et c'est pas illégal, tu vois, de marcher à 4 pattes dans la rue, a priori, donc on peut pas t'arrêter, tu vois, pour ça. Et juste, t'avais des hordes de gens, donc de 5, 10, 15 personnes, tu vois, qui rentraient dans les magasins, qui marchaient à 4 pattes. Et tu voyais, il y en avait certains qui hallucinaient, en fait. Ils étaient là, mais pourquoi? Ça dérange tellement. Et en fait, juste ça, pour moi, par exemple, c'est une pratique de queerisation, tu vois, de l'espace. Parce que ça dit tellement sur le rapport aux animaux. C'est nos animaux ne sont pas les bienvenus. J'adore ça. Nos amis ne sont pas les bienvenus. Mais ça dit tellement. Donc, les individus qui marchent à 4 pattes ne sont pas autorisés dans les espaces de la bipédie. Ça dit tellement quelque chose sur le rapport au corps, et justement encore un truc validiste de il faut se tenir droit, il faut se tenir bien, il faut se tenir mince, il faut se tenir, tu vois, avec un regard loin, tu vois, dans le monde, pour pouvoir avancer et entrer en interaction avec les gens. Qu'est-ce que ça fait de se mettre au sol? Qu'est-ce que ça fait d'être une chienne, en fait, tu vois, encore une fois. Et de là, de cet acte, tu vois, un peu... bête, tu vois, tu pourrais dire au sens littéral, tu vois, parce que ces gens-là se comportent un peu comme des bêtes. Ce que ça dérangeait, ce que ça faisait, surtout quand tu rentres dans Chanel, tu vois, à 4 pattes, ça fait quand même quelque chose, quoi. Ça m'a montré à quel point ça faisait une dissidence, en fait, tu vois, à l'humanisme du redressement dans lequel on est au quotidien. Et ça, pour moi, c'est un exemple vraiment banal, tu vois, mais qui peut être une pratique que moi je nomme queerisation, mais qui n'est pas liée à une identité de genre, tu vois, par exemple. Oui. Qui est plutôt liée à comment, au quotidien, tu pratiques des choses. Voilà. Est-ce que ce que tu fais au quotidien, la manière dont tu t'adresses aux gens, la manière dont tu parles, ce que tu écris, les gens que tu cites, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu te présentes au monde, est-ce que tout ça a plutôt tendance à valider des formes de statu quo qui font que y a qu'une minorité de gens qui réussissent? Ou est-ce que ce que tu fais, c'est bizarre, c'est chelou, c'est dérangeant, c'est déstabilisant? Évidemment pas au quotidien, tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. Mais est-ce que du coup, tu rentres dans une forme de solidarité dans le déclassement en fait de l'humanisme? C'est-à-dire de la façon dont l'humain doit être toujours vu comme la chose noble, domestiquée, civilisée, droite, bipède et qui avance vers le futur de manière très digne. Voilà, et digne. Alors on va partir dans le truc de la dignité. Mais voilà, comment tu hackes la dignité au quotidien? Ce concept tellement humaniste pour moi, quoi. Ça, pour moi, c'est être queer aujourd'hui. Et il n'y a personne d'autre que les personnes queer, à mon sens racisées par ailleurs, qui montrent justement cette indignité politique, qui montrent qu'elles sont là quoi qu'il arrive, mais pas de la manière qu'on attend, en fait. Et donc, ils nous apprennent comment composter nos égos, quoi. Absolument, ouais. Merci beaucoup. J'en prie. Merci d'avoir écouté donc, cette deuxième partie de cette conversation avec Myriam Baafou. Je vous conseille toujours de lire son livre. En plus, c'est drôle parce qu'en fait, on parcourt ton livre, mais tu dis encore plein de choses très différentes que ce que tu racontes dans ton livre. Pas que oui, c'est ça. Exactement, il y a vraiment plein de bonus. Toutes les références que nous avons citées sont à retrouver dans l'article qui accompagne cet épisode sur mon Substack.
donc la plateforme où je poste de temps en temps des newsletters. Renverser la table, c'est un podcast créé et produit par moi-même, enfin si cette identité a un sens, Victoire Fluaillon. Jeanne Longhini s'occupe de la production et de la communication, Solène Moulin de la réalisation, elle a aussi composé la musique, Amandine Gilou imagine l'identité graphique et Mélanie Vazeux gère la pub et les partenariats. Et merci à toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter de ce livre. Et merci à toi Myriam, on continue cette discussion. Merci.